Bonjour à tous et à toutes. Désolé pour le petit retard. En fait, il est dû à un petit problème technique. Voilà, je tiens tout d'abord à remercier le Law Business School et Madame Faten Benaïssa pour cette opportunité de vous présenter quelques pensées et recommandations au sujet de la force majeure dans les contrats internationaux. Au fait, le sujet a été choisi par rapport à son actualité. Ça devrait être la question qui nous a été la plus posée pendant l'année dernière, surtout en tant que cabinet d'avocats d'affaires qui assiste les investisseurs et les différents intervenants économiques. Les questions étaient surtout et majoritairement est-ce que la pandémie Covid-19 est en soi un événement de force majeure? Est-ce que les mesures gouvernementales exceptionnelles qui ont été prises dans les pays constituent des événements de force majeure? Avec certains clients, on pouvait même entendre que voilà, les contrats internationaux étaient très lourds, qu'il faudrait les alléger parce qu'il y avait beaucoup de juridisme et de clauses bateau. Maintenant, c'est les clients qui nous demandent d'insérer pour eux des clauses relatives à la force majeure, surtout dans les contrats d'approvisionnement. Voilà, donc la force majeure renvoie à l'exonération du débiteur de l'obligation de toute responsabilité par l'effet de l'adage « à l'impossible, nul n'est tenu ». En matière contractuelle, la force majeure est considérée la plus évidente des causes d'exonération de la responsabilité contractuelle en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle. C'est ainsi que plusieurs ordres juridiques nationaux ont reconnu la théorie de la force majeure qui implique que la prévision des parties au sein du contrat peut être écartée parce que ce n'est pas prévu. La force majeure ainsi est définie comme étant tout événement présentant les caractères d'irrésistibilité, d'imprévisibilité, d'extériorité par la suite de la nature du fait d'un tiers ou de prince empêchant l'exécution de la prestation due. La force majeure a retenu particulièrement l'attention des praticiens du commerce international qui se sont le plus souvent amenés à contracter des actes juridiques présentant un élément d'extranéité impliquant un ou plusieurs ordres juridiques étrangers. Les contrats internationaux adoptent face à la force majeure de différents procédés juridiques selon la loi qui lui a été applicable, soit par convenance, c'est-à-dire par l'accord des parties, soit par l'application de la règle de conflit ou d'une règle matérielle, et selon l'existence ou l'absence d'une clause contractuelle particulière prévoyant la gestion des risques. C'est ainsi, par exemple, que la Convention internationale de Vienne sur le contrat de vente internationale de marchandises a prévu dans son article 79, et je cite, « Une partie n'est pas responsable d'une exécution de l'une quelconque de ses obligations si elle prouve que cette exécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté de ce que l'on pouvait raisonnablement attendre qu'elle le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat, qu'elle le prévienne ou le surmonte, ou elle prévienne ou surmonte les conséquences. » Il est important de soulever que la gestion des risques dans les contrats internationaux peut prendre plusieurs aspects. Ainsi, il est important de distinguer dans les contrats internationaux la clause de force majeure et la clause d'adaptation, ou simplement dite clause de hardship. La clause de force majeure concerne les hypothèses dans lesquelles des événements qui échappent au contrôle et aux prévisions des parties rendent l'exécution du contrat tout à fait impossible. Quant aux clauses d'imprévision ou les clauses dites de hardship, elles visent à régler les conséquences d'une modification fondamentale et profonde des conditions économiques qui se traduisent par un bouleversement de l'équilibre du contrat. L'impossibilité d'exécuter est la différence majeure entre la force majeure et le hardship, où on se retrouve devant juste une difficulté d'exécuter. Donc c'est ça la plus grande différence entre la force majeure et le hardship. Force majeure, il y a une possibilité d'exécuter, et pour le hardship, il y a juste une difficulté d'exécuter, et il y a donc ce qu'on appelle il y a l'équilibre, donc un déséquilibre économique du contrat. Par l'analyse de ces clauses contractuelles, nous mettons en évidence les façons
d'aménager les conséquences d'événements dont on ne peut imaginer l'ampleur ou même l'éventualité de leur survenance. La problématique de gestion des risques dans les contrats internationaux régénère de nos jours avec de nouvelles illustrations, en l'occurrence les exigences économiques, environnementales et sanitaires dont la pandémie du Covid-19 est l'une des meilleures illustrations. En effet, donc, après l'apparition de la pandémie au début de l'année dernière, après la fermeture des frontières, confinement général partiel, fermeture des sociétés, usines et mise en quarantaine, surtout après la déclaration par l'OMS en janvier 2020 de la pandémie sur la scène donc, économique et politique et sanitaire donc, internationale. Donc le problème de la force majeure dans les contrats internationaux donc, voilà, a fait face. Voilà, les questions qui sont posées, c'est peut-on en conséquence invoquer la pandémie du Covid-19 comme étant un cas de force majeure pour demander l'annulation des obligations contractuelles dans les contrats internationaux ou demander juste le report de l'exécution du contrat? Faut-il vérifier les stipulations contractuelles insérées dans les contrats internationaux? Toutes ces problématiques et bien d'autres ont fait écouler la plume de plusieurs théoriciens spécialistes en droit international ou en droit d'arbitrage. La jurisprudence de différents ordres nationaux, un peu partout dans le monde, ainsi les instances arbitrales institutionnelles ont commencé à instaurer des positions aussi divergentes, qui peuvent être dans les ordres juridiques et afférents, ou même dans l'évolution au sein d'un même ordre juridique. Comment se présente la notion de la force majeure dans les contrats internationaux et quel régime juridique? Donc c'est ça la problématique relative au sujet de la force majeure dans les contrats internationaux. Le constat ne fait pas défaut. Au fait, vu les contrats internationaux, au vu des contrats internationaux, reste la diversité de la notion de la force majeure, ce qui engendre en conséquence un régime juridique variable, qui suscite une vigilance et technicité particulière dans la rédaction des clauses permettant aux contractants la sécurité contractuelle souhaitée. Ainsi, au fait, pour répondre à toutes ces questions, voilà, donc on a choisi de répondre sur deux parties. La première, elle sera consacrée à la force majeure dans les contrats internationaux, une notion instable, et la deuxième partie sera consacrée au régime juridique de la force majeure, donc les variabilités des régimes juridiques relatifs force majeure dans les contrats internationaux. Si la notion de force majeure est instable dans les contrats internationaux, c'est en raison de l'appréciation analysée de manière générale et impersonnelle des critères nécessaires pour la reconnaissance de la force majeure dans l'ordre juridique applicable. Ainsi, si les textes de loi de différents ordres juridiques peuvent apparaître quasi similaires dans la détermination des conditions requises de la force majeure, l'appréciation souveraine des juges de fond ainsi que les arbitres fait évoquer au soutien de qualification de la force majeure, contrôlée traditionnellement d'une manière étroite par la Cour de cassation. Ils font preuve d'une variation manifeste de la force majeure sur le plan pratique, rendant la notion pratiquement casuistique. Voilà, donc, quant à la première partie, donc voilà, donc il y aura deux sous-titres. Le premier titre, donc, c'est les critères de la force majeure, et le deuxième titre, c'est la variation de la jurisprudence. Donc, pour constituer un cas de force majeure, l'événement doit répondre à trois critères il doit être extérieur, imprévisible et irrésistible. Le critère d'extériorité signifie que l'événement constitutif de la force majeure doit être extérieur, c'est-à-dire résultant d'une cause étrangère. Il doit en outre être indépendant de la volonté du contractant à tout le mois de son activité. La condition d'extériorité était évoquée en droit tunisien dans l'article 283 du Code des obligations des contrats qui dispose que la force majeure est tout fait que l'homme ne peut prévenir, tels que les phénomènes naturels, inondations, sécheresse, orages, incendies et l'invasion ennemie, le fait du prince, et qui rend impossible l'exécution de l'obligation. N'est pas considéré comme force majeure la cause qu'il était possible d'éviter, si le débiteur ne justifie qu'il a déployé toute diligence pour s'en prémunir.
n'est pas également considérée comme force majeure la cause qui a été occasionnée par une faute précédente du débiteur. En droit français, c'est l'article 1218 qui régit la question, qui a été modifié en 2016 et qui énonce clairement la condition d'extériorité pour que l'événement, c'est-à-dire que l'événement doit échapper au contrôle du débiteur. La question qui se pose alors est de savoir à quelle hypothèse correspond un événement qui échappe au contrôle du débiteur. En première intention, on pourrait considérer qu'il s'agit d'un événement qui serait étranger à son activité, car nous ne relevons pas de son contrôle. Cette interprétation conduisait néanmoins à réintroduire le critère d'extériorité. Or, cela serait contraire à la volonté du législateur. Aussi, convient-il d'admettre que le nouveau critère posé par l'article 1218 couvre un spectre plus large de situations, lesquelles situations susceptibles de correspondre tant à des événements externes qu'internes. Ce qui importe pour constituer un cas de force majeure, c'est que le débiteur n'ait pas de prise sur l'événement évoqué. Pris dans cette acceptation, le critère d'absence de contrôle autorise à inclure, à l'instar de certaines décisions, la maladie du débiteur, encore la grève et la condition néanmoins que ces deux cas, l'événement invoqué ne résulte pas de la conduite du débiteur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de faute du débiteur. En effet, la maladie qui serait causée par la conduite ou risque du débiteur ne devrait a priori pas être constitutif d'un cas de force majeure. Il en va de même pour une grève qui prendrait sa source dans une décision de l'employeur. Le deuxième critère de la force majeure, c'est le critère de l'imprévisibilité. Le texte prévoit, donc le texte 283 du Code des obligations du contrat, prévoit en ce sens que la force majeure est constituée lorsque notamment l'événement invoque, je cite, ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat. La reprise du critère d'imprévisibilité appelle à deux remarques. La première remarque est il peut être observé que l'imprévisibilité s'apprécie par référence à une personne ou un contractant prudent et diligent, et en tenant compte des circonstances de lieu, de temps, de saison. Il faut que le sujet n'ait pas pu prévoir la réalisation du dommage. En deuxième lieu, l'imprévisibilité doit s'apprécier au jour de la formation ou de la conclusion du contrat. Le débiteur ne s'étant engagé qu'en fonction de ce qui était prévisible à cette date. Ce critère relatif à l'imprévisibilité est admis par la jurisprudence, même dans le cas d'événements naturels. Ainsi, en fonction des circonstances, de lieu, de date, de saison, peuvent qu'ils ne soient pas considérés des cas de force majeure, les verglas, la tempête, le vent, l'orage, les inondations, les chutes de neige, le brouillard, les glissements, les effondrements de terrain, etc. C'est en fait ce même critère a permis à une jurisprudence française récente, très récente même, relative au Covid-19, de déclarer que le Covid-19 étant imprévisible, il constituait un cas de force majeure. C'est le cas des 3 arrêts qui ont été rendus le même jour, le 16 mars, par la Cour d'appel de Colmar en France. Cette jurisprudence récente estime que le Covid-19 doit être traité selon une approche au cas par cas. Un événement qui n'a pas été raisonnablement prévu au moment de la conclusion du contrat reste raisonnablement imprévisible pour une personne raisonnable ou professionnelle raisonnable. Cette jurisprudence considère que le virus, qui est lui-même exceptionnel, vu sa nature, sa propagation, sa dangerosité, cependant, il faut déterminer la date de la conclusion du contrat, objet de la prestation, la qualité des parties en prenant en compte les différentes dates, annonce de l'OMS, situation de la Chine, différents arrêtés avec les mesures variables dans le temps et dans l'espace. Le troisième critère est le critère d'irrésistibilité. Au fait, ce critère donc, a été énoncé aussi dans le même article, à savoir l'article 283 du Code des obligations et des contrats, qui prévoit que n'est point considéré comme force majeure la cause qu'elle était possible d'éviter.
Le texte français de sa part dans l'article 1218 énonce clairement que ne peuvent être évités par des mesures appropriées. L'irrésistibilité applique donc une appréciation du comportement de l'individu pendant toute la durée de la réalisation de l'événement. Ce sont des faits générateurs à ses conséquences. Pour que l'événement soit irrésistible, il faut que la personne concernée ait été dans l'impossibilité d'agir autrement qu'elle l'a fait. Aussi, dès lors que l'événement peut être surmonté, y compris dans des conditions plus difficiles par le débiteur, il n'est pas fondé de se prévaloir de la force majeure. C'est donc une appréciation in concerto, c'est-à-dire concrète, de l'irrésistibilité que se livre la jurisprudence, en recherchant si l'événement a engendré ou non, pour le sujet, d'une impossibilité d'exécuter l'obligation ou d'éviter la réalisation du dommage, ou en vérifiant si un individu moyen placé dans les mêmes circonstances aurait pu résister et surmonter l'obstacle par référence à un individu ordinaire, notamment diligent, placé dans les mêmes circonstances de temps, de lieu et de conjoncture. Il est intéressant de noter que cette approche relative à l'irrésistibilité de la force majeure est aussi celle de la Cour de justice de l'Union européenne qui a rendu un arrêt en 1987, le 17 septembre exactement 1987, s'efforçant de donner une définition de la force majeure en excluant l'idée d'une impossibilité absolue. Au fait, la Cour de Luxembourg affirme dans un arrêt que la force majeure ne présuppose pas une impossibilité absolue, mais qu'elle exige toutefois qu'il s'agisse de difficultés anormales, indépendantes de la volonté de la personne et apparaissant inévitables même si toutes les diligences utiles sont mises en œuvre. Quant à l'application jurisprudentielle de ces critères, les trois critères déjà précités, il faut noter que les formes utilisées par les ordres juridiques ouvrent le champ à une interprétation tantôt large, tantôt restrictive des conditions de la force majeure, selon l'appréciation des juges ou des arbitres qui sont saisis des affaires. Les tribunaux apprécient donc l'équilibre économique du contrat à la lumière de l'événement imprévu, pour retenir ou non la justification de l'exécution avancée par le débiteur. Ainsi, les tribunaux ont été tantôt réticents à ne pas débouter la demande de la partie touchée par l'empêchement suite à une force majeure, tantôt ils n'ont pas hésité à ajouter une telle défense présentée par le débiteur. La notion de force majeure est particulièrement instable, car sa définition et ses critères ont fait l'objet de nombreux débats et hésitations, tant en doctrine qu'en jurisprudence. Les variations jurisprudentielles sont tributaires d'effets d'espèce considérés. Nous pensons qu'avec l'avènement des affaires liées au Covid-19, la jurisprudence aura tendance à assouplir la portée en diversifiant ses effets. Donc, ce qui nous ramène à étudier le régime juridique relatif à la force majeure et la variabilité de ce régime dans le cadre des contrats internationaux. On va traiter dans une première partie la variabilité des effets de la force majeure pour étudier dans une partie au fait la clause d'arbitrage modèle type que normalement un rédacteur ou l'avocat doit insérer dans les contrats internationaux. Donc variabilité des effets de la force majeure. Les ordres juridiques nationaux ainsi que les clauses convenues par les parties contractantes peuvent prévoir des effets juridiques divers. Exonération de responsabilité parfois temporaire, c'est le cas de la suspension ou la révision, tantôt permanente, c'est le cas de la résolution. Pour ce qui est de la suspension temporaire, pour les contrats à exécution successive, l'empêchement dû à la force majeure ne soit pas temporaire. Par exemple, une grève ou une maladie du salarié et empêcher pendant une certaine période seulement l'exécution de son obligation par le débiteur. C'est le cas de fermeture temporaire des frontières, confinement partiel ou total, fermeture partielle des sociétés ou fermeture totale ou des usines aussi, ou la mise en quarantaine. Les parties en droit tunisien comme en droit français, ou même en droit anglais, peuvent aménager les effets de la force majeure d'une manière contraire aux jurisprudences applicables par leur ordre juridique. Ainsi, les parties, et contrairement aux jurisprudences, peuvent s'accorder sur l'issue du contrat, disparition ou suspension.
La Cour française avait affirmé que si l'empêchement est momentané, le débiteur n'est pas libéré. L'exécution de l'obligation est seulement suspendue jusqu'au moment où la force majeure vient à cesser. La force majeure seulement temporaire doit ainsi inciter le débiteur à agir de manière à préserver l'existence du contrat. Dès lors que l'empêchement temporaire vient à cesser, sa responsabilité et les autres sanctions de l'exécution du contrat peuvent de nouveau être mises en œuvre si une exécution persiste. La jurisprudence anglaise, quant à elle, se prononce que la solution radicale, à savoir la résolution, doit être évitée. La deuxième sanction, c'est la révision du contrat. Le dispositif de réparation contractuelle peut contenir des solutions alternatives visant à préserver le contrat, en prévoyant une obligation de renégocier les termes de l'opération, ce qui n'implique pas en soi une obligation de parvenir à un accord sur de nouvelles conditions, ou la dotation d'un tiers ou d'un tribunal du pouvoir d'adapter les termes du contrat selon l'évolution des circonstances. La troisième sanction possible, si le retard persiste et rend inutile ou caduque la prestation et le contrat en elle-même, ou elle entraîne l'empêchement définitif, le contrat sera déclaré à ce moment-là résolu d'une façon définitive. C'est ce que prévoit la loi tunisienne dans son article 339 du Code des obligations du contrat, qui prévoit que la possibilité de résolution du contrat pour impossibilité d'exécution. Tout cela nous ramène, et afin d'éviter l'appréciation du juge ou de l'arbitre de l'événement qui peut être qualifié de force majeure, et pour sécuriser le contrat, que le rédacteur du contrat, que ce soit juriste, avocat ou autre, de prévoir une clause de force majeure dans le cadre des contrats internationaux. Il serait également nécessaire de faire très attention au choix du droit régissant le contrat, notamment si le contrat se réfère au common law. Faites les recommandations de rédaction. Il ne peut exister de clause unique de force majeure. Le rédacteur d'une clause de force majeure doit, voilà, qu'est-ce qu'il doit mettre comme terme dans la clause de force majeure, dans les contrats internationaux? La première chose, c'est qu'il doit définir d'une façon minutieuse les cas de force majeure, et ce, à travers une référence légale, soit par une définition aussi large que rationnelle, soit par l'énumération des faits constitutifs de force majeure à travers une liste de circonstances exemplatives et non exhaustives. La deuxième chose, c'est prévoir les conditions de forme pour invoquer la force majeure. Modalité de notification, c'est-à-dire soit par lettre recommandée, soit par fax, soit par huissier, ou autres preuves, d'autres moyens, ils sont une preuve écrite. Et aussi déterminer la personne à laquelle on doit faire la notification et les délais d'information. Aussi, il faut prévoir dans la clause de force majeure des sanctions qui seraient attachées au non-respect de ce formalisme. Ces sanctions peuvent varier entre de l'octroi de dommages et intérêts ou la déchéance du droit d'invoquer le bénéfice de la clause de force majeure. Aussi, prévoir les sanctions relatives et les effets relatifs à la force majeure. Par exemple, prévoir la suspension du contrat, la période de suspension, prévoir aussi s'il faut réviser le contrat au bout d'un certain temps ou passer directement à la résiliation. Donc, il est recommandé de prévoir une gradation de ces conséquences et une alternative à la situation. À ce titre, on pense au contrat d'approvisionnement sur lequel tout l'intérêt est de prévoir la faculté pour l'un des contractants de trouver d'autres sources d'approvisionnement que celles figurant dans l'accord. De même, lors du drafting du contrat international, le rédacteur et le négociateur doivent choisir minutieusement le droit applicable en fonction, certes, du lieu d'exécution des obligations, mais également des règles favorables en matière de responsabilité, force majeure, etc. Au fait, pour faciliter la tâche de la rédaction de la clause de force majeure, on peut dans ce cadre se référer aux clauses type de la Chambre de commerce internationale qui, depuis 1985, propose deux clauses de type de force majeure et de hardship, en version courte et en version longue, qui pourraient être insérées dans les contrats internationaux et négociés entre les parties. Souvent, les contrats internationaux faisaient référence à ces clauses types. La CCI a mis dernièrement, le 20 mars 2020,
l'épidémie du Covid-19 comme cas de force majeure et elle a développé la clause de force majeure dans ce sens en évoquant donc le cas de force majeure, le cas du Covid-19 comme un cas de force majeure. La clause type de l'ECCI cherche à proposer un compromis entre une définition générale plus large que certains concepts nationaux avec des conditions qui doivent être remplies dans toutes les configurations et une énumération des événements qui sont présumés constituer les cas de force majeure. Tel est le cas, par exemple, les épidémies qui figurent dans la liste des cas présumés de force majeure. Cette définition suppose un événement indépendant d'un contrôle raisonnable, une situation raisonnable imprévisible et un empêchement raisonnablement insurmontable. C'est donc une définition moins stricte qu'en droit français, tunisien ou droit allemand. La deuxième chose, donc la clause de force majeure de la CCI, elle prévoit une notification de l'autre partie dans les meilleurs délais. À défaut, la partie perdrait le droit d'invoquer la force majeure. Conformément à ce concept, la partie sera libérée de son obligation d'exécuter le contrat, de toute obligation de payer les pénalités et les dommages intérêts pour rupture du contrat entre l'événement empêchant l'exécution et le moment de l'exécution où l'exécution devient à nouveau possible. Le deuxième point très important dans la clause type de la CCI, c'est que l'autre partie peut, en cas de suspension de ses propres obligations contractuelles, aller vers la négociation ou la résolution du contrat. En effet, la clause type de la CCI prévoit un délai butoir de 120 jours. Donc, au-delà de 120 jours, la partie qui a été lésée a le droit de demander soit la renégociation de bonne foi des termes du contrat, soit passer à la demande de la résolution du contrat. Pour conclure, traiter de la notion de force majeure, c'est s'aventurer sur du sable mouvant. À partir du moment que les critères constituant l'événement restent subjectifs selon l'appréciation du juge ou de l'arbitre qui sera saisi du dossier. Ainsi, pour sécuriser la relation contractuelle, rien ne vaut de l'introduction de la clause de force majeure de hardship pour se prémunir des aléas. Le sujet de la force majeure reste vaste, il y a encore beaucoup à dire là-dessus et j'espère avoir présenté quelques éléments de réflexion et je vous remercie pour votre attention. On a deux questions. La première question, donc, elle est relative, c'est la différence entre la clause de force majeure et le hardship. Ou la deuxième question, c'est de savoir si le Covid-19 est un cas de force majeure ou de hardship. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, la clause de force majeure, c'est un cas, c'est un événement qui répond aux trois critères qui ont été énoncés dans les différentes dispositions juridiques, que ce soit en droit tunisien ou droit français, comme on a dit précédemment, donc le droit tunisien, donc dans l'article 283, donc il a bien précisé qu'un cas de force majeure doit répondre à trois critères, à savoir le critère d'extériorité, imprévisibilité et résistibilité. Ces trois critères donc, sont réunis, donc voilà, ce cas sera considéré de force majeure. Il a pour effet de suspendre l'exécution du contrat. Alors que le hardship, c'est tout à fait le contraire. Parce qu'il n'y a pas une impossibilité d'exécuter, c'est plutôt il y a une difficulté d'exécuter. En fait, le contrat, il est là, il produit ses effets à l'encontre des parties au contrat, mais il y a un déséquilibre économique. Ce déséquilibre économique donc, se traduit que l'un des deux parties se trouve lésé par la survenance des événements. La solution pour ce genre de cas, et lorsqu'on introduit une clause de hardship dans ces contrats, c'est qu'il n'y a pas de suspension d'un contrat, mais plutôt une possibilité de révision du contrat d'une façon donc, de bonne foi entre les parties pour que le contrat soit exécutable d'une façon win-win entre les deux parties. Voilà. Et est-ce que la deuxième question, est-ce que le Covid-19 est considéré comme un cas de force majeure? Bien sûr qu'il est considéré comme un cas de force majeure, et surtout après les mesures donc, qui ont été prises par certains pays de la fermeture des frontières,
au fait, surtout dans un certain nombre de contrats internationaux, tels que le contrat d'approvisionnement et autres. Donc voilà, donc l'un des contractants donc, se trouve dans l'impossibilité d'exécuter ses prestations, par exemple de livrer donc, une marchandise dans un autre pays, vu que les frontières sont fermées. Dans ce cas, le contractant doit envoyer une notification à l'autre partie pour lui exprimer que son défaut, cette impossibilité d'exécuter la prestation est due à un cas de force majeure. Et il demande à ce que le contrat soit suspendu pendant toute cette période, donc la durée pendant laquelle donc, les frontières sont fermées. Après donc, la réouverture des frontières, donc, le contrat va reproduire ses effets et il se retrouve dans l'obligation de livrer la marchandise promise et le co-contractant qui a l'obligation de régler et de payer la marchandise, il est aussi donc exonéré de payer pendant toute la période et il se retrouve après la fin du cas de Covid-19, du cas de force majeure, dans l'obligation de payer la marchandise. J'espère que j'ai répondu à vos deux questions. Je vous remercie, il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup et j'espère se revoir dans d'autres occasions. Très bonne journée, très bon week-end.